Enregistrement lancé, j'épingle Bernard et c'est parti. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce dernier webinaire de notre saison 2023. Disons, on a lancé ce concept en janvier pour donner la parole à notre écosystème. Quand je dis nous, c'est une association, Youth Forever, qui mobilise les employeurs pour la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, depuis notre début en plein Covid, où l'enjeu était vraiment d'éclairer l'impact de la pandémie sur les moins de 25 ans. Nous, on travaille beaucoup sur la génération Z, d'éclairer l'impact de la pandémie sur cette population et du coup, le nouveau rôle d'employeur en conséquence. Et depuis, une réflexion beaucoup plus large de comment on prend soin, comment on met en capacité, comment on impacte et on mène la transformation de son organisation à tous les étages, avec un fort message d'intergénérationnel. On fait des études, on fait de la formation. On commence ce soir d'ailleurs un nouveau programme de formation. On fait beaucoup d'accompagnement d'entreprises sur ces différentes thématiques. Et puis, on invite, on a un écosystème très, très riche de l'association, notamment d'associations d'insertion professionnelle sur la transition climatique, des acteurs aussi de l'enseignement, des chercheurs, des sociologues, des anthropologues, des économistes, etc. Et puis un écosystème d'entreprises, entrepreneurs qui, salariés ou dirigeants, dirigeantes, postes à responsabilité ou non, éclairent aussi les signaux faibles qui agitent l'entreprise. Et donc aujourd'hui, pour clôturer le bal de ces derniers mois, on a souhaité inviter Bernard. Bernard, je vais te laisser le soin de te présenter pour qu'on sache un petit peu qui tu es et avec qui on va passer un moment aujourd'hui. Sachez que pour le format, on a prévu jusqu'à 9 heures une discussion entre Bernard et moi pour vous donner des premières billes à creuser. Évidemment, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un petit outil lever la main dans les petits icônes en bas du Google Meet ou à poser votre question dans le chat. On sera vigilant. Et puis, on préserve 15 minutes de questions-réponses à la fin pour vous permettre d'échanger, de vous rencontrer, profiter du fait d'avoir pu vous libérer pour être là en live, pour profiter de ce moment. Donc, c'est parti, Bernard, à toi le micro. Qui es-tu ? Alors, qui je? Bon, d'abord, moi, je suis d'origine du Sud-Ouest. Il faut toujours partir de là où on vient. On ne sait pas trop où on va, mais on sait d'où on vient quand même. Donc moi, je viens du Sud-Ouest, je suis toulousain, même si j'ai perdu l'accent depuis de longues années avec tous mes déplacements et mes voyages dans le monde entier. Donc, je suis toulousain, j'ai fait une école de commerce à Toulouse, donc très classique. Et puis, très vite, je suis parti, je suis tombé amoureux de cette fonction ressources humaines, mais vraiment au tout début, comme diraient les candidats. Tout petit déjà, j'étais dans l'humain. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et c'est tout mon parcours est autour de l'humain et de aussi ce mystère de l'engagement. Pourquoi les gens s'engagent pour quelque chose, pour quelqu'un. Donc ça m'a toujours fasciné dès le départ. Et donc j'ai construit un parcours professionnel. Alors quand je dis construit, je l'ai ni subi ni construit totalement. Vous savez, c'est toujours entre deux. C'est-à-dire que j'ai suivi certaines étapes, j'ai suivi certaines personnes qui m'ont inspiré. J'ai surtout suivi des personnes qui m'ont inspiré plus que des entreprises en réalité. On y reviendra, mais je pense que c'est important aussi. C'est les personnes qui font qu'on a envie d'y aller aussi, plus que des institutions parfois. Et donc en gros, mon parcours, il y a trois blocs. Il y a trois blocs de 15 ans. Il y en a un qui n'est pas fini, c'est le dernier, mais les deux premiers, ils sont bien terminés. Il y a un premier bloc chez Danone, BSN à l'époque, avec la famille Ribou. Moi, j'ai connu le Danone des débuts. Et on y reviendra parce qu'effectivement là, j'ai travaillé en usine de production comme RH sur site industriel dans toute la France, dans plusieurs mobilités, avec une politique sociale absolument formidable. J'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. On y reviendra, mais Antoine Ribou, c'était vraiment un des grands capitaines d'industrie à l'époque, avec une politique sociale extrêmement forte, un double projet économique, social, où il disait toujours le mot le plus important, c'est le « et » au milieu, et ça vivait vraiment. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc ça, c'était mes premières années. Ça a duré, oui, une bonne quinzaine d'années en usine de production. Donc, ce que j'appelle moi dans la vraie vie, col bleu versus les cols blancs qui viendront plus tard. Donc l'industrie, l'emploi, les bassins d'emploi, les syndicats, les négos, bref, la vraie vie. Donc ça m'a forgé pas mal de convictions sur le plan de l'humain, de ce qui marche, de ce qui marche pas, avec des gens extrêmement engagés pour
pour défendre leur outil de travail, leur usine en particulier. Donc ça, c'était passionnant. Et puis après, il y avait un deuxième bloc d'une quinzaine d'années aussi, finalement. Moi, je suis toujours resté assez longtemps dans les entreprises on y reviendra aussi, mais ça fait partie des choses importantes de profiter aussi et d'aller au bout des choses plutôt que de zapper en permanence. Pernod Ricard. Alors, Pernod Ricard, c'était aussi familial, culture très familiale, là, du coup. Et là, autant chez Danone, c'était des années sur les différences sociales, on va dire, que j'ai pu côtoyer. Col bleu, col blanc, cadre, ouvrier, etc. Autant chez Pernod Ricard, c'était plutôt sur les différences culturelles, puisque j'ai eu la chance d'être DRH pour la France, puis pour l'Europe, puis pour l'Asie, avec une expatriation d'une dizaine d'années en Asie avec ma famille, qui m'a totalement transformé, totalement changé. Donc ça, je peux vous parler, on va parler d'ailleurs des différences culturelles et de ce que c'est, ce que je n'est pas, beaucoup de fantasmes autour de ça. Et puis le troisième bloc, et puis ensuite je repasse la main à Jasmine. Le troisième bloc, il n'est pas fini, il vient de démarrer il y a 4-5 ans, c'est l'enseignement. C'est la transmission maintenant. Donc mon premier bloc a démarré, j'avais 25 ans, sortant de l'école. Mon deuxième bloc, il a démarré autour de 40 ans. Et mon troisième bloc, là, il a commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais 55 ans. Donc j'ai commencé ce troisième chemin qui va, à mon avis, durer 15 ans aussi, parce que maintenant, il faut se projeter de cette manière-là, dans le temps long. Donc là, c'est transmettre, c'est enseigner, et là, autant j'étais sur les différences sociales au début, puis culturelles. Là, je suis dans les différences générationnelles plutôt, parce qu'effectivement, là, je travaille l'intergénérationnel tous les jours, puisque j'ai à la fois des étudiants devant moi tout le temps. Ça permet de ne pas devenir complètement con. Et puis j'ai aussi des adultes, puisque on y reviendra peut-être, j'ai créé un programme exécutif pour transformer les RH aussi pour les différentes générations. Voilà, je m'arrête là pour la partie bio et vous avez déjà un aperçu des trois grandes, on va dire, types de différences que j'ai pu avoir à aborder pendant ma carrière. Alors, c'était pas, là, je le dis, je suis tout fier, je le dis comme ça maintenant avec 3 blocs, mais à l'époque, je savais pas qu'il y aurait 3 blocs, hein, on sait jamais. Donc, les carrières, c'est fini, on les construit plus comme ça, comme des jeux de Lego, je vais faire ça, puis après, je ferai ça, etc. Ça n'a jamais été ça, finalement. C'est encore moins ça aujourd'hui, mais ça n'a vraiment jamais été ça. Par contre, ce qui m'a inspiré, c'est des petits cailloux blancs que j'ai mis à chaque fois. Peut-être la chance que j'ai eue, c'est de savoir mettre des petits cailloux blancs dans le coup d'après. C'est-à-dire que chez Danone, j'étais déjà en train de penser à l'international, donc ça tombe, c'est arrivé après. Et puis quand j'étais chez Pernod Ricard, j'ai déjà commencé à penser à l'enseignement et à transmettre en faisant quelques publications. Donc j'ai toujours été finalement 2 pieds dans l'entreprise et 1 pied dehors, je dis souvent comme ça, pour sentir l'air du temps et aussi voilà rester ouvert au monde. Merci pour cette belle présentation. Sachez en plus que contrairement à beaucoup de personnes qui commencent leur vie active à la défense, pour toi, elle se passe maintenant à la défense. Je sais que c'est vrai. l'IESEG, où tu enseignes notamment, est là-bas, comme j'ai eu la chance d'y aller. Peut-être pour rebondir déjà sur sur les premiers 2 blocs de ce parcours, sur la différence culturelle qui est nous, on parle beaucoup d'intergénérationnel, mais évidemment, la diversité, c'est multifacette et beaucoup d'intersectionnalité de sujets. En l'occurrence, ce n'est pas tous les jours qu'on a un DRH qui a parcouru le monde. Donc, j'avais envie de creuser un petit peu ces différences de culture et culture peut-être au pluriel, avec en effet la culture géographique, en tout cas celle qui est propre à une nationalité, à tout un corpus de valeurs de localisation, disons, et du coup de gestion d'équipe en plus qui sont multiculturelles avec je ne sais pas combien de nationalités tu vas avoir en même temps, mais je suppose de grande diversité, mais aussi de culture au sens de la culture de l'entreprise. Tu en as beaucoup parlé de ces personnalités qui ont façonné pour toi des cultures d'entreprise qui en tout cas t'ont donné envie et t'ont donné envie de t'engager. Donc les valeurs des gens, les valeurs de l'entreprise, des choses universelles, essentielles qui sont pour toi transverses à tes expériences. Est-ce que tu peux nous parler de ces différences culturelles et qu'est-ce que tu as découvert, appris, compris, qu'est-ce que tu as touché du doigt et avec ton analyse a posteriori comme on a la chance de te parler aujourd'hui? Oui, alors comme tu dis, c'est très intersectionnel, comme tu le dis, et c'est vrai que je dis souvent que entre les différences culturelles locales, c'est-à-dire la différence entre pays, et les différences culturelles entre cultures d'entreprise,
il y a souvent un match entre les deux et on ne sait pas qui va gagner le match. Et moi, j'ai eu plusieurs situations dans lesquelles les cultures locales les cultures pardon d'entreprise étaient assez faibles. Et donc du coup, on est plus à la merci de chaque culture locale et on doit s'adapter à chaque fois à chaque pays, à chaque culture. Et donc on est peut-être un peu plus en fragilité, même si c'est intéressant de s'adapter à la culture du pays évidemment. Et par contre, dans des cultures d'entreprise extrêmement fortes, où il y a vraiment un lien très fort, et c'est le dirigeant ou la dirigeante en général qui impulse les valeurs. Moi, je crois que la culture, les valeurs, c'est d'abord des personnes. C'est pas un truc qu'on a écrit un jour sur un mur ou avec un workshop avec des consultants. C'est d'abord des personnes. C'est d'abord les dirigeants d'origine qui incarnent cette culture. Donc moi, j'ai été chez les Ribou, j'ai été chez les Ricard. À chaque fois, j'ai eu beaucoup de chance. Je dois dire, souvent ça, je le dis trop d'ailleurs, mais j'ai eu la chance de faire les choses dans l'ordre, dans mon parcours et dans un ordre intéressant. Découvert des gens qui avaient des convictions humaines absolument profondes et qui les faisaient transparaître à travers leurs managers. Alors effectivement, j'ai toute une génération de DRH, de collègues à moi, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue d'avoir des sociétés aussi riches socialement et aussi humaines. Donc ça, déjà, c'est que cette culture-là, moi, j'ai constaté que ça transcendait le reste. Alors, chez Danone, je l'ai pas trop vu parce que je suis resté en France et en usine. Mais dès que je suis allé chez Pernod Ricard, et là, on rentre dans l'international, que j'ai pu à la fois d'abord gérer l'Europe depuis Paris avec 30 pays, des déplacements en toute l'Europe pendant à peu près 6 ans, puis une expatriation pendant 7 ans à Hong Kong où mon équipe était chinoise, Hong Kong, Singapour, coréenne, etc. Et puis je gérais depuis Hong Kong, il y avait des déplacements là aussi, une quinzaine de pays d'Asie, dont l'Inde, dont le Sud-Est asiatique, dont le Japon, etc., et la Chine évidemment. Et là, les différences culturelles, elles peuvent nous paraître. Alors, d'abord, premier point, d'abord, les différences culturelles. Quand on va en Asie ou dans d'autres pays du monde, c'est sûrement la même chose. On se dit, mais purée, mais l'Europe, c'est un seul pays. Parce que autant les différences culturelles en Europe, quand on va de Moscou on y va moins maintenant, de Moscou à Athènes, en passant par Lisbonne, on se dit, voilà, il y a vraiment des différences culturelles importantes. Quand on part en Asie, quand on regarde la différence entre la Chine, l'Inde, enfin, chaque pays pris un à un, on voit que les différences sont absolument beaucoup plus énormes. Donc déjà, ça relativise l'interculturel, où on s'en fait on le à mon avis, survalorise et surestime. Voire même, on est angoissé à l'avance des différences culturelles. Je crois qu'il faut pas. Mais pour bien le vivre, il faut aussi que les cultures soient fortes. Donc, chez Pernod Ricard, la culture était tellement forte, c'est une culture de convivialité, où le collectif l'emportait surtout. La famille Ricard, c'était des gens qui supportaient pas. Même les bonus individuels étaient assez réduits. Vous voyez, il y avait beaucoup de bonus collectifs, de primes variables d'équipe. Enfin, on était vraiment dans la logique de à tout seul on fait rien et on fait tout en groupe, etc. Donc c'était vraiment une espèce de croyance très très forte dans ça. Donc on valorisait moins les individus finalement et plus le collectif. Donc finalement, quand on a ce genre de culture extrêmement forte, plus une décentralisation assez forte qui fait qu'on peut faire des choses dans les pays, on n'est pas obligé d'aller à Paris pour tout décider. Donc là aussi, le type d'organisation de l'entreprise, ça compte beaucoup aussi dans comment on va vivre l'international. Hein. Si on est dans une boîte américaine très centralisée, c'est pas pareil que dans un groupe européen plus décentralisé qui respecte les cultures locales. Donc, tout ça, ça compte. Et finalement, mes 15 ans en Asie, au début, j'avais un peu peur des différences que j'allais trouver. Et j'ai trouvé que la culture du groupe était tellement forte qu'en fait, ça dépassait tout le reste. Et qu'après, ce qui reste, c'est des différences de comportement au quotidien. Évidemment, le japonais se comporte pas comme un Indien et c'est évident. Il y a des petits rituels du quotidien qui changent, mais c'est pas très important. On arrive quand même à travailler. Et moi, j'avais été émerveillé par la facilité avec laquelle on peut travailler sur les choses essentielles ensemble avec plein de personnes différentes, comme ça, quoi, sans. Chez Pernod Ricard, on n'aimait pas trop les formations à l'interculturel. Vous savez, des fois, dans les boîtes, on vous paye une journée de. Vous allez en Chine, on vous paye une journée sur c'est quoi la Chine, comment ça marche, les trucs à éviter et tout. C'était pas trop notre. Nous, on mettait les gens dans le bain et puis on se débrouillait. Donc, pour moi, l'interculturel, c'est ça. C'est surtout la culture de l'entreprise qui est forte. Donc, quand c'est fort, qui restent à bord et qui sont vraiment bien traités, à la fois protégés, mais aussi avec de l'exigence, de la bienveillance et une culture forte qui transparaît partout depuis de longues années, parce que ça se construit pas en quelques jours, c'est 20, 30 ans de temps long aussi. Hein, des entreprises qui font pas des retournements en permanence, qui font pas des acquisitions et qui les revendent après, enfin qui ont une politique et qui s'y tiennent. C'était ça aussi que j'ai connu.
à la fois chez Danone et chez Pernod Ricard. C'était des gens qui avaient des politiques RH à long terme, qui les changeaient pas tous les ans ou tous les 2 ans. Vous voyez, donc il y avait cette espèce de continuité, une espèce d'assurance de la culture forte. Et même une anecdote que je peux vous citer, quand Pernod Ricard a racheté une énorme acquisition qui a été faite en 2005, j'étais à l'Europe à ce moment-là, mais quand même, on avait racheté Allied Domecq, qui était le plus gros, la plus grosse boîte du marché en vin et spiritueux qui existait, qui était plus grosse que nous en réalité. C'était des Anglais. Alors nous, on était des Français avec la culture. Pernod Ricard, c'est Marseille au départ. C'est franchouillard au départ comme culture. Hein. En pays, ça vient de là quand même. Hein. Et puis racheter des Anglais plus processés, plus polissés, plus financiers, etc. On se dit, oulala, comment ça va se passer? Et Patrick Ricard, le président du groupe, paix à son âme, qui est décédé depuis, a dit à ce moment-là, mais non, non, nous, on va pas faire, on prend les meilleurs des deux côtés, etc. Nous, on est nous. Et puis, on prendra de l'autre côté ce dont on a besoin, et puis on fera le maximum pour qu'ils s'intègrent chez nous et leur donner envie d'être chez nous. Voilà comment on a géré la fusion, l'acquisition. Donc, c'est pareil quand même. Donc, déjà, ça donne un sentiment d'engagement et d'appartenance. Et culturellement, au niveau de 80 pays dans le monde, ça montre quelque chose. Dire, ben, bon, alors, après, les DRH s'arrachaient un peu les cheveux, ou le peu qu'il leur reste en ce qui me concerne, parce que des fois, on aura envie de, ben voilà, tout le monde n'est pas parfait partout, donc on est aussi dans une culture de l'engagement fort, qui fait que l'engagement parfois était une compétence, c'est-à-dire quelqu'un qui avait pas démérité, comme on dit. C'est une grande phrase de Ricard, il n'a pas démérité, il n'a pas démérité, donc on le garde. Ça faisait partie de la culture, ça aussi. Donc des fois, quand on avait un super bon de l'autre côté, on avait des dilemmes. Mais bon, vous voyez la force de la culture et l'image que ça peut aussi donner à l'international en particulier. Et alors ceux qu'on a intégrés de l'autre côté d'Allied Domecq, le peu qui sont rentrés, on en a gardé 20% à peine. Moi, j'ai fait le tour de toutes les capitales d'Europe pour voir les DG, ceux qu'on gardait, ceux qu'on gardait pas, ceux qu'on sentait qu'il y avait le fil de la culture qui était imprégné de notre culture à nous. Ben, ceux qui sont rentrés après, ça a été vraiment, vraiment waouh, un effet waouh pour eux. Parce qu'effectivement, et quasiment tous sont encore là. Le peu qu'on a pris sont tous encore là, tous encore présents. Donc il y a eu et ça c'est à l'international. Je parle vraiment d'international, hein, tu vois, donc et pas seulement France. Une greffe qui a bien prise. Ah oui, une greffe, comme tu dis, c'est les greffes, le problème des greffes, effectivement. La greffe a bien Voilà. prise. Tout à fait. Et pour faire le pont avec notre sujet de cœur, tu sais, l'intergénérationnel, et que tu aujourd'hui t'animes si vous avez bien compris, Bernard a créé un master sur l'intergénérationnel, mais surtout en intergénérationnel, où c'est un panaché d'étudiants de l'IESEG, comme c'est un master exécutif de l'IESEG, si je ne me trompe pas, que tu avais sous la main. Et du coup, tu as eu cette conscience de mélanger les deux publics de cet établissement, entre les adultes et les étudiants. J'ai eu la chance de vous rencontrer, donc merci à toi pour la découverte, qui est assez inédit d'ailleurs dans le paysage de la formation. Mais donc pour venir à cet intergénérationnel, comme pour l'interculturel, comme pour la majorité de sujets de diversité, on peut tomber on fait du cas par cas, ou au moins on fait par minorité ou par catégorie. En l'occurrence, pour les générations, on peut faire des politiques jeunesse, des politiques seniors, des politiques entre les deux, managers, collaborateurs, etc., exécutifs. Et on peut aussi le faire à l'inverse, de politiques transverses. Tu parlais d'engagement, comment on recrée du collectif, du temps long de nos collaborateurs. Pour revenir déjà à l'intergénérationnel, comment tu vis cet intergénérationnel? Pourquoi ce master? Qu'est-ce que tu as observé en mélangeant ces deux publics dans le cadre d'une formation? Et puis plus globalement, à travers tes expériences, comment l'intergénérationnel a été source soit de se tirer les cheveux, ou au contraire de beauté et de collaboration réussie pour traiter ce sujet-là et évoquer ton programme. Et puis après, probablement, on laissera la place aux questions. Mais j'avais envie de creuser un petit peu ces questions de politique spécifique et puis d'intergénérationnel, déjà pour commencer. Quelle est ta définition et pourquoi c'est un sujet sur lequel tu t'es penché? Bah, effectivement, merci Jasmine, et merci d'ailleurs de tes interventions cette année dans le programme, extrêmement apprécié. Je rajouterais même que Jasmine va être la marraine de notre promo 2 qui démarre l'année prochaine. Donc, vous voyez, les parrains et les marraines, en général, c'était pas
parle de génération, vous voyez, en général, les parrains, les marraines, c'était des personnes de la génération d'après. Ben, là aussi, on essaie d'être un peu disruptif. Non, je crois que l'intergénérationnel, c'est comme l'interculturel, c'est-à-dire on est angoissé d'avance souvent sur ce thème-là, on dit oulala, qu'est-ce qu'on va faire pour. Ce qui compte, c'est de pas de faire les choses pour les gens, c'est de les faire avec et par eux. D'ailleurs, quand j'étais chez Danone, les Ribou, ils disaient la politique RH, elle a été définie par avec et par. On fait les choses avec et par les gens et pas pour eux en termes de leur donner des cadeaux, des trucs qui servent à rien, des trucs infantilisants, etc. Il y a tout l'aspect bonheur au travail dont on est en train de sortir. Donc, pour moi, l'intergénérationnel, c'est pareil. Il y a des lignes de force communes. Moi, ça m'intéresse plus de m'intéresser aux plus petits dénominateurs communs qui existent. C'est plus puissant, un plus petit dénominateur commun que plein de différences, pour l'action en tout cas. Qu'est-ce qui compte? C'est de faire qu'il y ait des liens entre les générations pour construire des choses intelligentes dans l'entreprise, voilà, qui soient utiles pour l'entreprise, pour les gens et pour la société. Donc, une fois qu'on a dit ça, si on cloisonne par, alors qu'est-ce que les seniors vont faire, qu'est-ce qu'on va faire pour eux, qu'est-ce que les juniors vont faire, qu'est-ce qu'on va faire pour eux, sachant qu'on a 4 générations aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, en fait, ça devient compliqué. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment de trouver le lien, de faire de l'unicité et unifier, c'est pas forcément dire tout le monde pareil en par deux. C'est aussi respecter toute différence, mais faire travailler les gens ensemble, leur donner le goût de ça. Et moi, dans ma carrière et dans mon parcours, j'ai toujours constaté que chaque fois qu'on mettait ensemble des personnes de toutes ces générations différentes, plus des nationalités, alors ça fait une double matrice. Alors, premièrement, c'était plus dur au début, c'est-à-dire qu'il y a un côté, on se découvre, on se renifle et des fois, on se comprend pas bien. Ça, c'est pas grave. Il faut dépasser ce cas. Si on dépasse pas ça, c'est sûr que là, là, on n'y arrive pas. Il faut dépasser un tout petit peu ça, se faire un peu violence et après, bah, c'est comme tout, quand on se connaît mieux les gens, on fait des choses avec eux. Donc, et ça se passe naturellement à condition d'avoir une culture forte, là aussi, une ligne de force et des convictions fortes. En fait, c'est une histoire de conviction. Donc, en fait, pour moi, ce qui transcende les générations, c'est le collectif, c'est-à-dire tout le monde aime à un moment donné se retrouver, alors, soit dans un petit collectif, l'équipe, les collègues, etc., construire quelque chose au niveau d'une équipe, soit au niveau plus général de la société. Le niveau qui souffre en ce moment, c'est l'entreprise. Autant au niveau du collectif de l'équipe, on arrive à faire des choses avec beaucoup de mixité, intergénérationnel, autant sur la société, la RSE, la planète, bah évidemment là on se retrouve tous, même si c'est clairement les jeunes qui poussent en ce moment et ils ont raison et donc il faut les laisser nous guider et aller avec eux. Ça s'ouvre un peu plus au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, l'entreprise au niveau corporate n'a pas trouvé sa place encore. Donc, il faut essayer de trouver à la fois entre le petit collectif, le manager et son équipe, c'est important. Comment est-ce qu'un manager, il fait de l'intergénérationnel au quotidien? Ça, c'est une de mes obsessions. Quand il a des recrutements à faire, il fait des choix, même discriminants entre des âges différents, on fait hommes-femmes, jeunes plus âgés, etc. Comment on fait des vrais choix pour faire de la vraie diversité en action? Ça, c'est vraiment des choses importantes. Et puis, dès qu'on commence à apprendre entre nous, on y arrive. Hein, et à l'IESEG, on a mis en place là des binômes entre des participants dans le programme exécutif et des jeunes de l'IESEG, de la programme grande école. Et bon, on a appelé ça du mentorat inversé, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens que ces deux-là ont des choses à se dire à chaque fois. On en fera le bilan bientôt. C'était pas parfait cette année, c'était un peu expérimental, mais en tout cas, on a essayé de mettre le doigt là-dessus. Voilà. Je précise d'ailleurs que nos participants vont nous faire une présentation en début juillet de tout ce qu'ils ont trouvé en termes de recommandations possibles et inimaginables à faire sur l'intergénérationnel pour faire plus de ça dans l'entreprise. Et je terminerai en disant que pour moi, il y a ce que j'appelle les deux bouts de l'omelette, c'est-à-dire les moins de 30 ans, les plus de 50 ans. Alors, on dit souvent entre 30 et 50 ans, la vie est assez facile. Mais avant 30 ans, c'est pas simple, il y a de la précarité. En fait, maintenant, le marché de l'emploi se retourne, donc ça va mieux, mais c'est pas tout voté comme ça. Et puis après 50, c'est compliqué, en particulier en France, je dois le dire. Je n'ai pas trouvé ça à l'international. L'aspect senior n'est qu'un problème quasiment qu'en France, de cette manière-là. Donc, si les deux travaillent ensemble, en réalité, ont plein de choses à se dire. Si j'oublie le ventre mou du milieu, désolé pour ceux qui sont dans ces âges-là, faire travailler les slasheurs finalement, des gens qui sont habitués à avoir une certaine précarité
mais qui la transforme en mode slasher de la vie. C'est-à-dire que quand on est jeune, on essaie d'être entrepreneur. Le bon vieux CDI, c'est un peu fini. Bon, c'est pas forcément le modèle, donc on a envie de faire plein de choses. Et puis quand on est plus senior aussi, c'est mon cas, hein, moi je suis un slasher, non pas par conviction, mais j'ai fini par l'être. Je suis consultant, je suis enseignant, je fais des tas de choses diverses et variées. Donc ça veut dire qu'on est aussi capable de se rencontrer pour travailler ensemble. Et je constate à l'IESEG, on a un incubateur, on fait travailler ensemble des jeunes qui ont des projets d'entreprise et des beaucoup plus seniors qui les mentorent. Et ça se passe mais super bien. Mais au contraire, c'est une espèce même c'est super paisible, c'est à la fois riche. Et donc il y a des choses à faire aussi pour créer ces opportunités-là. Donc là où on est, quelle que soit la responsabilité qu'on a, je pense. Merci pour ces éléments de réponse. J'espère que vous avez eu un aperçu des différents sujets qui tiennent à cœur, Bernard, et que tu as découvert tout au long de ton parcours. Avant d'ouvrir les questions, peut-être si je te posais juste, c'est quoi les 3 questions que tu te poses en ce moment, ou la question que tu te poses en ce moment, ça ouvre aussi le débat, ou la chose qui t'étonne ou qui te surprend, si tu devais nous partager un petit peu c'est ce rapport d'étonnement du temps présent. Moi, ce qui m'étonne vraiment beaucoup, bon, le Covid est derrière nous, mais quand même, on a vécu beaucoup d'émotions, et pas que positives, mais aussi positives dans cette période-là. Ce qui m'étonne beaucoup, bon, la première chose qui m'étonne beaucoup, mais c'est un peu bateau, je suis désolé, mais c'est un mot valise aussi, la résilience, c'est-à-dire le fait que la façon dont tous on a traversé ça et on en est sorti. Enfin, je trouve que c'est quand même, c'est important de se féliciter nous-mêmes à un moment donné et de s'autoriser à se dire même s'il a été dur, de dire on est sorti de cette période avec quand même beaucoup de force et d'espoir pour la suite. Et puis moi, ce qui m'étonne, c'est la facilité avec laquelle on peut faire travailler des gens très différents ensemble. Mais enfin, franchement, c'est facile. Quand on dit ça, on dit mais non, parce que c'est compliqué, il faut mettre des process. Non, c'est pas une question de process, c'est une question de volonté c'est de culture managériale et de volonté personnelle de leader ou de manager. Le vrai leadership, c'est ça, c'est voilà, d'avoir des convictions fortes et de les porter. Moi, ce qui m'étonne toujours, je suis toujours émerveillé de voir des gens qui arrivent, ceux-là, je les mets en avant, j'essaie de les faire intervenir dans le programme, même quand ils ont des choses à dire sympas. Voilà, mon sujet d'étonnement, c'est ça. C'est plutôt un sujet d'étonnement positif et plutôt optimiste, en fait, en réalité. On a plein de sujets de pessimisme dans le monde actuel et futur, ça c'est sûr. Et en même temps, je trouve qu'il y a tellement d'énergie. Alors c'est peut-être parce que je suis dans l'enseignement supérieur maintenant, j'ai ce sentiment-là encore plus parce que je vois plein de belles choses autour de moi qui se passent. Mais non, je crois que il faut essayer là où on est de porter ça. Et je trouve que ce qui est admirable, c'est les gens qui considèrent que leurs valeurs sont pas négociables. Moi, j'aime bien les gens. J'étais formé à l'école Danone où on avait le droit de dire, on avait même le devoir de dire ce qu'on pensait et de défendre ses valeurs, même si c'était contre celles de l'entreprise ou de son manager, quitte à partir ou quitte à être poil à gratter, à être contre-pouvoir. On a tous une responsabilité voilà, de rester soi-même c'est ce qu'on dit à nos étudiants souvent, hein, restez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Donc soyez vous-même. Et dans le jeu des valeurs, j'ai 3 valeurs, est-ce que je dois renoncer à une de mes 3 valeurs? Ben non. Ouais, Et donc, il y a toujours même s'il est petit, il y a toujours un chemin pour respecter ce qu'on est et ça, et pas écouter ce que vous dit votre patron, votre RH, etc. Moi, j'étais dans des boîtes où on valorisait ça plutôt. Vous voyez, c'est pas le cas de toutes les boîtes. Donc, c'est l'appel à la forcément, désobéissance. oui, mais à la limite, Antoine Riboud disait le RH, c'est le poil à gratter du patron. C'est dans le binôme CEO des RH. D'ailleurs, le binôme DG des RH, c'est un binôme super important. Le bon DG, c'est celui qui s'oppose à son DRH en permanence, mais de manière constructive, parce que le RH lui raconte la vérité et pas lui sert un discours pour faire avancer les choses et pour défendre le point de vue de l'autre. Donc, c'est aussi des jeux d'opposition constructive qui sont intéressants. Voilà. Et je trouve que les jeunes, ils ont ça aujourd'hui. Voilà. Pas que moi, je trouve. Pour ouvrir le débat, donc pour vous laisser l'opportunité de poser des questions dans la petite quinzaine de minutes qui nous reste, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, lever la main, mettre vos caméras pour poser vos questions. Bernard est là pour ça. Est-ce que vous avez une question, un sujet dont on n'a pas parlé, que vous avez envie de creuser? N'hésitez pas.
vois qu'on a Félix. Bonjour Félix. Félix aussi, qui est un de mes anciens étudiants, qui est là. Salut Bernard. Salut, toujours chez Deloitte? Toujours chez Deloitte. Bien, Tu vas bien? d'accord. Ça va bien. On se voit bientôt, je crois. On se voit bientôt. Tout à fait. Oui, bonjour. 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 J'aurais une question qui un peu regroupe toutes ces thématiques, puisque vous avez vécu l'interculturel, vous avez vu le monde des RH, je pense, de manière assez vaste. C'est une thématique qui est vraiment d'actualité, parce qu'on voit beaucoup d'articles venir sur le sujet du télétravail. Puisque les groupes américains sont en train de demander à leurs salariés d'appliquer un télétravail hybride. On sait que beaucoup de grands groupes qui sont à l'international, eux, c'est déjà quelque chose, le télétravail, parce que quand vous avez un collaborateur qui est en Chine, en France ou en Suède, vous n'allez pas les faire venir en réunion en présentiel. Et on voit cette espèce de bouleversement puisqu'on sait que là, c'est vraiment intergénérationnel. Toutes les générations veulent du télétravail. Vous, quelle est votre perception? Parce que c'est vrai que quand on va sur LinkedIn, il y a énormément en ce moment d'articles qui questionnent le télétravail. Comment est-ce qu'on doit le dénommer? Travail hybride. Quelle est votre vision, vous, par rapport à ça? Vaste sujet. Évidemment, le Covid a été un accélérateur, comme on sait, de ces aspects-là. Donc, il y a eu un emballement peut-être aussi autour de ça. Moi, j'ai passé 10 ans dans des usines de production. Donc, moi, je reste aussi sensible au fait que quand même la majorité de la planète ne peut pas télétravailler. Enfin, il faut aussi rester calme sur le sujet et se dire, c'est quand même un sujet de col blanc. Et c'est pas péjoratif ce que je dis là non plus, mais je veux dire, il faut aussi se dire que quand on est en charge de ressources humaines ou d'équipe, c'est attention aux fractures aussi que ça peut représenter si on va trop dans un sens et pas dans le premier élément de réponse quand même. Deuxième élément de réponse, je dirais que oui, on revient, le balancier revient un peu au milieu, comme toutes les modes, on va très loin et puis après on revient, ça c'est très aussi très franco-français aussi, puis on négocie des accords de télétravail où tout le monde a droit, j'ai droit à un jour, 2 jours, ce qui est ridicule, c'est pas une question de droit, le télétravail, ça doit être une question de est-ce que c'est utile ou pas dans ce que je fais, est-ce que ça me permet d'être mieux dans ma peau ou me reposer de temps en temps entre deux ou d'avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, même quand je suis en télétravail, etc., etc. C'est ça, c'est aussi pour créer à la fois ça répond à un besoin de l'entreprise, ça fait une valeur ajoutée économique et en plus ça fait une valeur ajoutée sociale, personnelle. Donc s'il n'y a pas l'une des deux ou les deux, c'est pas la peine. Si c'est pour le faire parce qu'il y a un accord télétravail qui dit qu'il faut 2 jours par semaine pour tout le monde et ça y est, j'ai un droit et donc je sais bien qu'on est maintenant les candidats, ils regardent ça, c'est un critère parmi d'autres, c'est tout en haut de la liste. S'il n'y a pas du tout bon. Et en même temps, il y a des entreprises, je retourne à ce que je disais sur la culture forte. Quand votre culture est forte, regardez ce qu'a fait Apple. On n'aime pas le modèle Apple, mais Apple a un superbe siège à Cupertino. Ils ont dit, tout le monde revient. Enfin, voilà, ils ont dit, on revient au bureau. Et c'est au bureau qu'on veut faire de l'engagement, du collectif, faire que les gens soient bien, etc., travailler sur la QVT, etc. Bon, voilà, donc c'est des plaques tectoniques qui n'ont pas fini de bouger, à mon avis, et ça va pas se régler là dans l'année, votre question, de toute façon. Oui. Et chacun, ça va rentrer assez vite, à mon avis, entre les cultures, les dirigeants aussi qui ont des croyances. Il y a un aspect rationnel dans le télétravail, puis il y a un aspect croyance. Est-ce qu'on croit que si je suis un manager de proximité, si je fais pas confiance à mes personnes, à mon équipe, évidemment, je suis contre le télétravail. Vous voyez. Donc, et beaucoup de managers, d'ailleurs, pendant la crise, ont été victimes de ça et n'étaient pas du tout en confiance ou en délégation. Et quand le télétravail est arrivé, c'était très, très dur, voire pas possible. Donc, ça questionne aussi le style de management, mais c'est aussi le monde actuel. 100% au bureau, c'est ridicule, 100% en télétravail. Moi, mon fils, il travaille à 100% en télétravail. Il en peut plus. Ça fait 18 mois, il est dans une boîte de jeunes, son patron a 28 ans, c'est une super boîte et tout. Et il en peut plus. Il en peut plus, il a envie de sortir. Voilà. Donc moi, je dirais, il n'y a pas de réponse générale, surtout pas. Il y a votre patron, est-ce qu'il y croit ou pas, votre RH, votre culture d'entreprise, est-ce que vos managers, est-ce que vous avez des managers prêts à gérer de la proximité, de la distance, est-ce qu'ils ont la maturité pour le faire? Et il faut repartir sur les fondamentaux et pas sur l'outil en tant que tel, je pense. Voilà. Donc, très bien, merci beaucoup. Mais bon, on n'a pas fini d'en parler. Oui, j'en doute pas. C'est pas fini. Katia, je vois que tu lèves la main, n'hésite pas. Oui, alors c'est vraiment un sujet, nous, qui nous intéresse beaucoup chez Steelcase. Donc, comme peut-être vous le savez, peut-être
pas tout le monde. Nous sommes concepteurs, fabricants de mobilier de bureau. Le bureau. Donc, notre première stratégie, c'est vraiment de faire en sorte que les environnements de travail soient le plus inspirants possible pour que les gens reviennent au bureau. Donc, on fait tout pour que Ouais. ça marche. Et dans notre récente étude, qui est publiée dans tous les cas sur notre site, un phénomène quand même assez intéressant, c'est pour ça on a parlé d'intergénérationnel et de télétravail et tout, on voit bien en général que la génération Z, donc les milléniums, sont ceux qui prennent le plus le retour au bureau et qui ont envie en fait d'être au bureau. C'est mon fils. C'est mon fils. D'être au bureau, voilà, avec Voilà. votre fils Voilà. on est un exemple parfait. Voilà. Et ils le sont beaucoup plus que les autres générations. Donc, je ne sais pas si Mais c'est oui. quelque chose que vous avez déjà observé, Bernard, Jasmine aussi. Mais voilà, c'était très intéressant en effet de découvrir cette nouvelle donnée parce qu'ils veulent être en effet en rapport avec les leaders, parce qu'ils veulent être auprès de leurs collègues pour apprendre et parce qu'ils ont aussi cette envie d'être interconnectés beaucoup plus que ce qu'ils peuvent l'être en télétravail. Même si à l'embauche, paraît-il, ils vérifient que le télétravail fait partie en effet des critères d'embauche, mais ce n'est pas pour cela c'est un mode qu'ils adoptent. Donc, voilà, je voulais donner cet éclairage. Super éclairage. C'est un super éclairage et en fait, et c'est intéressant parce que c'est un des éléments que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est qu'en fait, souvent, mais j'ai pas d'études qui le montrent, c'est purement intuitif et de mon expérience et de ce que j'entends. Souvent, le télétravail est aussi associé plutôt à la génération XY qui est fatiguée et qui prend du recul et qui prend du champ et qui, la fameuse démission silencieuse dont on a aussi un petit peu parlé, dans le phénomène de démission silencieuse, c'est en gros, je reste et puis je dis toujours, il y a pire que de quitter l'entreprise, c'est de rester. Mais c'est de rester désengagé. Donc, ceux qui font ça, le télétravail, pour eux, c'est un peu l'effet d'aubaine pour se remettre en retrait. Il y a ce phénomène aussi, on n'en parle pas, mais il faut en parler. C'est aussi, je me mets en retrait, je suis moins exposé, du coup, je fais le mini et voilà. Et ça, c'est un phénomène très grave, à mon avis, qu'il faut travailler parce que là, du coup, c'est très destructeur de valeur et pour l'entreprise et pour les personnes en question qui vont sombrer dans un truc qui est quand même pas terrible. Donc, premier point. Et le deuxième point, ce que vous dites sur les aides, ça prouve le contraire de ce que tout le monde dit, c'est-à-dire génération désengagée, etc. Pas du tout, mais c'est super engagé, c'est la preuve. Il y a de l'engagement. Simplement, c'est plus de l'engagement aveugle comme dans ma génération où un cadre, il y a 20 ans, on lui demandait d'être aveuglément engagé pour l'entreprise, ses valeurs, sa culture, ses dirigeants, etc. Garde à vous. On sort de là quand même, on vient de loin, mais moi, ça a changé quand même depuis longtemps, mais quand même, on vient de tout ça. Et aujourd'hui, les jeunes, c'est pas qu'ils sont pas engagés, c'est ils veulent comprendre pourquoi ils font les choses. Et je dis souvent, les jeunes, c'est un peu les têtes de gondole, on les met devant, on dit allez-y, demandez du sens, on vous suit, on est là, hein, on est derrière vous, allez-y, demandez du sens à ce que vous faites. Et évidemment, tout le monde veut du sens, c'est universel. Simplement, les jeunes, ils osent en parler, ils osent le demander, et rencontrer les dirigeants, venir au bureau pour faire des choses utiles à la société et qui les fassent apprendre et grandir, ils sont présents. Hein. Moi, j'ai pas vu le contraire, franchement, dans tout ce que je fais et tous mes clients que je rencontre ou mes étudiants ou autres, il y a aucun problème. Donc en fait, il y a des fausses idées aussi, des généralisations. Souvent, le problème sur ces sujets-là, c'est que la généralisation n'est pas bonne conseillère. Voilà. Je garde un œil vigilant sur l'heure. On a le temps pour une dernière question. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Évidemment, vous pouvez contacter Bernard, je suppose, sur LinkedIn bien sûr. Et sur les différents réseaux si vous avez envie de continuer à échanger, de poser des questions plus intimes ou plus épineuses. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, a priori non. Félix, j'en profite de ta présence, comme tu as participé au programme de l'autre côté. Est-ce que tu as un mot de témoignage pour terminer à nous partager? Justement, j'y réfléchissais de témoigner un peu une expérience. Comme l'a dit Bernard, donc on est en binôme avec des personnes, des élèves qui sont des élèves seniors, du coup, si on peut les appeler comme ça, pendant le master. Et le fait d'être en binôme avec quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a plus de recul, qui a plus de bouteilles, etc., ça permet aussi à nous, étudiants, il y a un vrai échange qui se crée.
il y a un vrai partage des savoirs et c'est vraiment très enrichissant. Donc, si des personnes de l'audience ont l'occasion de le faire un jour, n'hésitez pas, que ce soit l'IESEG ou ailleurs, hein, je fais pas Oui. je fais pas le sales de l'IESEG, mais voilà, si vous avez l'occasion de le faire, que ce soit en entreprise, dans le cadre scolaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment très enrichissant. Merci Félix. Merci Félix pour ton témoignage. Et oui, le mentorat. Je pense que le mentorat intergénérationnel en particulier, c'est un outil simple. C'est pas compliqué à mettre en place. Et en fait, le faire à grande échelle, c'est plus compliqué. Tout est plus compliqué à grande échelle, mais on peut impulser ce genre de culture-là aussi et se faire aussi diriger par des jeunes. C'est dans les deux sens. C'est de dire les jeunes, ils ont des talents de leadership que nous, on n'a pas forcément sur certaines choses, sur lesquelles il faut se laisser guider par eux, et inversement, ils le feront aussi sur d'autres sujets. Donc voilà, je dis souvent à mes étudiants, vous serez meilleur leader que manager, certainement, parce que le leadership, vous l'avez en vous ou pas, c'est quelque chose qui se développe, mais c'est un certain talent et c'est pas une question d'âge, alors que le management, par contre, alors qu'on dit qu'il faut être manager avant d'être leader, ce qui est faux, c'est l'inverse. Le management, ça nécessite beaucoup plus d'expérience et de bouteilles, etc., pour manager, avoir voilà, c'est l'expérience, pas l'expérience. Mais le leadership pur, c'est-à-dire comment on influence les autres, c'est une question de sa part en soi, ce qu'on a en soi. Donc après, il faut que ça sorte ou pas, mais c'est bien ça qui est le plus important finalement. Au final. On profite pour conclure, pour faire un peu de pub pour le programme qu'on lance de formation, qui n'est pas en intergénérationnel encore, du moins c'est l'objectif et ce vers quoi on tend. En tout cas, pour l'instant, c'est un programme dédié aux 18-30 ans et précisément sur cette notion de comment est-ce qu'on exerce cette capacité d'influence et son leadership, puisque le programme s'appelle CENO, C-E-N-O. C'est CENO pour convaincre, écouter, négocier, opérationnaliser. C'est vraiment une sorte de parcours de soft skills ou de compétences dites douces, mais très, très indispensables à l'apprentissage de comment se faire entendre, mais surtout être entendu. Et toute la discussion qu'on a aujourd'hui, je trouve, va complètement dans ce sens de comprendre et de voir la diversité comme une force et comme un levier, mais en effet l'accepter, mais tout en exerçant derrière beaucoup de bienveillance et de respect pour forger un collectif solide. En tout cas, on ne va pas déborder. Vous avez sûrement des journées à 9h16 prévues pour vous. En tout cas, un grand merci de vous être libérés pour être avec nous ce matin. Merci à tous et toutes. Bernard, pour ton témoignage. Et j'ai vous souhaiter une excellente journée. Bravo pour cette initiative. Un grand merci à tous et toutes. Merci beaucoup. Merci Jasmine et à très vite. Et je vois Raphaël qui est là. Raphaël, on se voit le 7 juillet. Hein. Oui, merci, bonne journée. Voilà. Merci. Au revoir, bonne journée à tous. Bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir.